Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo des dernières lectures. Je vais vous présenter tous les livres qui m'ont accompagnée cet été et pendant le mois de septembre. Il y en a pas mal, il y a 1 ou 2 romans, le reste c'est des livres en général de développement personnel, comme d'habitude. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un roman policier, un thriller que j'ai lu cet été. Début juillet, ouais, je l'ai pas avec moi parce que j'ai laissé sur place. C'est un roman qui s'appelle Criminal Loft. Donc c'est un thriller comme je viens de vous le dire, un roman qui vous met tout de suite dans l'angoisse, dans la peur, dans le suspense. Moi c'est typiquement le genre de livre que j'adore et c'est vrai que je parle rarement de romans sur mon blog, sur ma chaîne YouTube parce que c'est un genre que j'ai un peu délaissé. Quand je suis passée à tout ce qui était développement personnel et tout, j'ai un peu délaissé les romans, ce qui est dommage parce que c'est vrai que ça permet de s'évader un peu, ça permet de lâcher un peu la tête, alors qu'au contraire les livres de développement personnel ne font que renforcer les questionnements, etc. Donc on va dire que c'est pas pour la même approche. Mais pendant longtemps j'ai eu du mal à me remettre au roman dans le sens où j'avais l'impression de rien apprendre pendant ce temps-là. Bref, en tout cas le style de roman que j'adore c'est vraiment le style policier. Alors c'est une copine qui m'avait parlé de celui-là en disant tu vas voir il est assez extraordinaire. Et en fait, en gros, si je me souviens bien parce que j'ai lu quand même il y a pas mal de temps, ça se passe aux États-Unis. Il y a une télé-réalité qui vient d'être créée, donc en plus ça me rappelait un peu les dessous de télé-réalité comme j'ai pas mal bossé dans ce milieu-là. Une télé-réalité qui consiste à mettre en scène, à mettre dans une même télé-réalité 8 criminels, il me semble, 8 condamnés à mort. Et c'est le public qui va choisir lequel mérite d'être sauvé de la peine de mort. Et en fait, tout le livre, on est dans la peau d'un des criminels. Et c'est franchement super bien fait. Il y a ce côté un peu glauque parce que forcément on parle des crimes, etc. Mais il est vraiment très bien fait. Et c'est typiquement le genre de livre où on n'a pas du tout envie de lâcher et de page en page. On n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui se passe. Donc ouais, gros coup de cœur pour ce livre. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est un livre qui s'appelle 3 amis en quête de sagesse. Pareil, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai passé à un ami. C'est un livre qui est écrit par 3 auteurs que vous connaissez peut-être de nom. Christophe André, qui est un grand psychiatre qui a écrit beaucoup sur la méditation, sur le développement personnel, sur le bonheur. Mathieu Ricard, qui est un moine bouddhiste très connu dans les médias. Et enfin Alexandre Jolien, qui est un philosophe. Ces 3 auteurs sont également 3 amis. Et ils ont décidé de se rassembler pendant une dizaine de jours, tous les 3, et d'aborder différents sujets, différents thèmes de la vie et de confronter un peu leur point de vue. Donc il y a le côté médical avec Christophe André qui est plus psychiatre mais aussi avec ce développement personnel. Le côté un peu religieux, spirituel avec Mathieu Ricard et enfin le côté vraiment philosophe avec Alexandre et c'est un livre qui est très intéressant. Après c'est pas forcément le livre dans lequel je me retrouve le plus parce que tout ce qui est philosophie ou religion c'est pas ce vers quoi je me tourne le plus. Moi je suis vraiment plus centrée sur le développement personnel, le coaching. Mais ouais, il vaut vraiment le coup d'être lu et très intéressant. Il y a des très jolies phrases, des jolis thèmes abordés. Et ça vaut le coup ouais, de confronter ces 3 avis et se rendre compte qu'en fait qu'on peut avoir des avis. Enfin c'est même pas qu'on a des avis différents, en fait c'est qu'on a différentes façons de l'exprimer et qu'on n'utilise peut-être pas les mêmes mots alors que finalement on a au fond les mêmes idées. Le 3e livre est un livre qui s'appelle Cœur de cristal de Frédéric Lenoir. Pareil, je ne l'ai pas avec moi parce que cette fois c'est un copain qui me l'avait prêté cet été. Cœur de cristal, c'est on va dire un conte philosophique, un conte initiatique, un peu à la manière de l'alchimiste. C'est pas du tout un livre développement personnel ou philosophique en tant que tel, c'est sous format d'un conte. Frédéric Lenoir, j'adore ce qu'il fait, j'adore ce qu'il écrit. Il écrit sur la philosophie, sur le développement personnel de manière très simple. Il y a un de ces livres dont je suis absolument fan qui s'appelle L'âme du monde, qui est très joli. Et Cœur de cristal aborde le thème de la peur d'aimer à nouveau, le fait de se renfermer dans ses peurs et voilà, d'avoir un cœur de cristal. Et c'est très joli, c'est un joli livre qui est illustré en plus, enfin moi en tout cas l'édition que j'avais était comme ça. Et joli conte philosophique, très facile à lire, le message est joli et voilà, c'est une lecture qui est très simple. Allez, on passe au 4e livre et cette fois je l'ai avec moi, Les langages de l'amour de Gary Chapman. Ça je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo coup de cœur et favori, c'est un livre que j'ai lu cet été. Et alors en fait, Gary Chapman, pour vous resituer un peu le tout, c'est un grand coach en relations amoureuses aux États-Unis, un spécialiste du mariage, du couple. Et en fait dans ce livre-là, donc les 5 langages de l'amour, il explique en gros que les êtres humains, les humains que nous sommes, avons 5 façons différentes de montrer notre amour et de recevoir l'amour. Et
on a des façons différentes de le montrer, de le recevoir, et parfois la personne en face ne comprend pas que nous ne parlons pas exactement le même langage. Donc les 5 langages de l'amour, c'est les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Et alors imaginons que vous êtes en couple depuis quelques années et que votre compagnon soit plutôt toucher physique. Voilà, pour lui, sa manière à lui de vous montrer son amour et de le recevoir également, c'est de vous toucher, de vous câliner souvent, de vous embrasser souvent, d'avoir un contact physique régulier. Alors que pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas du tout important, imaginons, et vous êtes plutôt paroles valorisantes. Donc vous allez attendre des compliments, vous allez attendre des paroles de soutien, etc. Sauf que comme votre compagnon en face est plutôt touché physique, et ben il va pas forcément avoir besoin ni avoir tendance à vous montrer son amour via des paroles. Et pour vous, du coup, vous allez vous dire bah c'est qu'il m'aime pas. Et en fait, ce livre montre tout simplement que nous parlons des langages différents, c'est tout. Ça veut pas dire que les sentiments ne sont pas là, ça ne veut pas dire que vous ne ressentez pas la même chose et qu'il n'y a pas de l'amour, c'est juste que vous avez des façons différentes de le montrer. Donc c'est assez intéressant, déjà pour comprendre quel langage on parle, parce que parfois on s'en rend même pas compte d'une autre, on sait pas forcément ce qu'on attend et surtout on se rend pas compte de nos mécanismes pour le montrer. Et ça permet aussi de s'adapter à la personne, parce qu'une fois qu'on sait ce que la personne en face de nous attend, on est prêt à lui donner. Donc c'est un livre qui est extrêmement intéressant, très facile à lire et ouais, que tous les couples devraient lire, mais pas que les couples, parce que ça s'applique également à la relation parent-enfant ou avec des amis. On a juste des façons différentes de dire et de montrer les choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas les mêmes choses. Allez, on passe à un autre livre dont vous avez sûrement entendu parler, vous avez sûrement croisé en librairie, et moi ça faisait des années que je le croisais. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Alors moi je n'ai pas la vraie version du livre, moi j'ai la version illustrée, l'édition illustrée pardon, qui est une version, je sais pas si on voit bien, avec des BD, avec des petits dessins. C'est une version simplifiée, en fait c'est un résumé de la conférence Cessez d'être gentil, soyez vrai. Alors c'est pas forcément un choix de ma part, c'est juste que je me baladais chez Nature et Découverte et ils avaient seulement cette édition. Mais j'ai trouvé déjà hyper complète et je suis tellement heureuse d'avoir lu ce livre parce que, donc comme je vous le disais, moi ça faisait vraiment longtemps que je le croisais en librairie et je n'aimais pas le titre. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et j'avais, voilà, effectivement c'est un titre qui est accrocheur, on s'en souvient et il interpelle, mais j'avais pas envie d'arrêter d'être gentil. Je voyais pas pourquoi arrêter d'être gentil. Et en fait, après avoir lu le livre, je comprends enfin ce que l'auteur voulait dire. C'est juste, arrêtons d'être gentil en façade. Et arrêtons de ne pas oser dire ce que l'on ressent et ce que l'on veut, juste pour ne pas froisser l'autre ou juste pour que l'autre ait une bonne image de nous. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc tout le livre, en fait, est basé sur la communication non verbale, la CNV. C'est un procédé, en fait, qui consiste à parler de ses besoins sans jamais accuser la personne. Parce que ce que vous ressentez, la façon dont vous percevez les choses, c'est votre responsabilité. Ça ne veut pas dire que la personne a voulu vous faire ressentir ça, ça ne veut pas dire que la personne ressent réellement ce que vous pensez ce qu'elle ressent. Donc c'est extrêmement intéressant et c'est tout un mécanisme en fait à mettre en place pour apprendre à communiquer sans jamais accuser la personne en face. Parce que comme, je vais le répéter une fois de plus, mais comme je vous le disais, ce qu'on ressent, ce qu'on vit, c'est notre responsabilité à nous. C'est notre faute, entre guillemets, si on perçoit ce message-là. C'est notre faute si on prend ça contre nous. Donc voilà, ce livre parle de ça. Je trouve ça extrêmement intéressant. Ça m'a vraiment donné envie de me spécialiser et d'en savoir encore un peu plus sur la CNV parce que je pense que c'est un procédé qui est mais primordial, mais dans tous les domaines, hein, que ça soit dans le couple, au travail, avec ses enfants, d'apprendre à exprimer les choses autrement. Donc je vais vous lire rapidement le résumé. Vous en avez assez de vous plier en quatre, de ne pas oser dire non, d'être une personne trop timide ou au contraire agressive. Détendez-vous, déployez-vous. Voici la version illustrée du best-seller Cessez d'être gentil, soyez vrai. Pour tous ceux qui aiment apprendre à mieux vivre ensemble en s'amusant. Découvrez comment devenir vous-même tout en respectant l'autre, sans culpabilité, sans suradaptation, sans peur du regard de l'autre, sans écraser ni vous écraser. Votre attitude encouragera les autres à faire de même. Être vrai, c'est contagieux. Alors un autre livre que j'ai lu très rapidement, vous avez vu, il est tout petit, c'est un livre de Emmanuel Piquemal qui s'appelle Devenez chanceux. Alors Emmanuel Piquemal, je suis assez bluffée de la vie, du pourquoi, du comment des choses. En fait, je vous en avais parlé un peu indirectement en vous faisant une vidéo développement personnel sur les attentes qu'on peut avoir et comment arrêter d'être frustré et de vivre sans arrêt des contrariétés. Et en fait, j'avais fait cette vidéo suite à une interview que j'avais entendue sur Radio Médecine Douce
de Nathalie Lefebvre qui interrogeait un auteur qui avait écrit tout un livre sur le sujet. Et cet auteur s'appelle Emmanuel Piquemal. Et en fait, l'une de vous, quelqu'un a regardé ma vidéo et je pense est allé sur sa chaîne YouTube parce qu'il a également une chaîne YouTube et lui a dit que j'avais parlé de ça. Et donc Emmanuel Piquemal m'a adorablement contacté en me disant qu'il serait très heureux de m'envoyer quelques-uns de ses livres, dont celui dont je parle dans la vidéo, mais là je suis en train de le lire actuellement donc je peux pas encore vous en parler, et un autre livre qui s'appelle Devenez chanceux. Alors celui-là j'ai lu extrêmement rapidement, c'est un petit format vraiment avec une super mise en page qui est très très simple à lire, je sais pas si on voit bien. Non, on va rien voir. En gros, il explique que la chance, que le fait d'être chanceux, il faut arrêter de penser que c'est qu'une question de destin et qu'il y a des gens qui sont chanceux et d'autres qui ne le sont pas. Ça serait totalement dramatique d'ailleurs si c'était le cas. Moi je crois quand même en une petite part d'aide divine ou je sais pas quoi, mais je pense également qu'être chanceux c'est vraiment un état d'esprit, que c'est une façon d'accueillir la vie, d'accueillir les événements, et en fait c'est voilà, tout un petit livre là-dessus qui vous explique un peu les procédés mentaux des gens qui sont chanceux, qui réussissent dans la vie. Et ça rejoint un peu le cadre de la PNL dont je vous parle pas mal, la programmation neurolinguistique, qui permet en fait de se rendre compte que tout ce que vous réussissez, tout ce que vous ne réussissez pas, c'est le résultat d'un processus mental que vous avez eu. C'est une façon de penser, un raisonnement que vous avez eu. Et être chanceux, c'est un raisonnement mental. C'est une suite d'idées, c'est une suite de façons de penser, une suite de visions des choses qui fait que vous arrivez à réussir ce que vous entreprenez. Et voilà, un petit livre extrêmement facile à lire qui remet les idées en place. Allez, on passe au dernier livre maintenant. C'est un livre que j'avais déjà lu et que j'ai relu ces derniers jours. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Alors Lise Bourbeau, j'ai un peu grandi avec elle dans le sens où j'avais un de ses livres qui s'appelle, je crois, Aime-toi ou Ton corps, je sais plus exactement, mais en gros, qui trônait chez moi, chez ma maman. Elle avait ça sur la table basse et qui expliquait en fait tous les mots, toutes les maladies, en gros, ont une signification. C'est-à-dire que si vous avez mal à la gorge, ça voudrait dire quelque chose. Ça voulait dire par exemple que vous n'arrivez pas à exprimer quelque chose, ou au contraire que vous n'arrivez pas à... Enfin, que vous avalez une situation de travers, entre guillemets. Et donc moi j'ai grandi avec ça, avec cette croyance, et ça me rendait folle d'ailleurs, parce que dès que j'avais un peu mal à la gorge, la première question de ma maman était « mais Héloïse, qu'est-ce que tu n'arrives pas à dire ?» Voilà, moi j'ai grandi comme ça. Donc Lise Bourbeau, je la connaissais comme ça déjà de base. Et en fait ce livre-là, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, elle explique que dans notre enfance, on a tous eu des blessures. Alors elle parle de notre éducation, de notre enfance, des croyances qu'on a pu avoir, mais elle est également très ouverte spirituellement, Lise Bourbeau, donc elle peut parler également des souffrances que l'on a eues dans d'autres vies, dans les vies antérieures, si on croit à la réincarnation, etc. Et en fait, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, je vais vous les dire, c'est soit l'abandon, l'humiliation, le rejet, la trahison ou l'injustice. Vous pouvez en avoir plusieurs, vous pouvez souffrir de plusieurs petites blessures. Il y en a en général une qui est qui a une plus grosse importance chez vous, suivant les moments aussi. Vous pouvez suivant les moments de votre vie, d'un coup être beaucoup plus dans la blessure d'abandon ou d'humiliation, suivant ce que vous vivez. Et alors moi ce livre je l'avais lu il y a 2 ans je crois, et il m'avait pas du tout parlé. C'est-à-dire que vraiment je l'avais lu et j'avais cru à un moment que j'avais une blessure de trahison. J'étais persuadée que c'était ça, je lisais, mais en même temps ça me correspondait pas tant que ça. Parce qu'en fait elle explique également que pour repérer les blessures, il faut regarder sa morphologie. Et suivant comment notre corps est, comment il se comporte, comment il se tient, comment il grossit, comment il maigrit, etc. En gros, le corps reflèterait nos blessures. Et moi, vu mon corps, ça aurait été plutôt la trahison, il me semble. Enfin ouais, en tout cas c'était celui qui me correspondait un peu plus. Et quand je lisais, je me disais bah non, je m'y reconnais pas, franchement je crois pas que ce soit ça. Donc bref, j'avais pas forcément vu. Et en fait, là, vu mes derniers événements, ce que j'ai vécu, etc., j'ai relu ce livre avec une autre vision des choses et surtout une autre blessure qui est apparue en bien plus forte quantité, en étant beaucoup plus importante, on va dire, que la trahison, c'est la blessure d'abandon. Et donc j'ai lu, et là, vraiment ça m'a fait tilt et je me suis dit mais oui, mais bien sûr, alors t'es pas 100% abandon, parce que heureusement qu'on n'est pas 100% ça, mais là, en tout cas, ce que tu vis te fait ressortir cette blessure à fond. Et le fait de le savoir déjà, de le conscientiser, ça aide énormément. Voilà, bref, là je vais pas vous parler de ma blessure d'abandon, c'est pas le sujet, mais en tout cas voilà, ce livre est assez intéressant pour comprendre vos mécanismes et pour comprendre qu'une fois de plus, et ça rejoint un peu ce que je vous disais sur cessez d'être gentil, soyez vrai, ce que vous vivez, toutes les situations sont filtrées par vos blessures. Donc pour quelqu'un, imaginons qu'il y a la blessure de trahison, et pour quelqu'un d'autre qui a la blessure d'abandon, le même événement ne va pas du tout être pris de la même façon et pas du tout avec les mêmes pensées envers nous. C'est-à-dire que
pour un événement, je sais pas, pour un événement tout bête, parce que moi j'aime bien donner des exemples hyper concrets, je sais pas, vous envoyez un texto à quelqu'un, la personne ne vous répond pas dans la demi-heure, quelqu'un qui a une forte blessure d'abandon, elle va tout de suite se sentir délaissée, abandonnée, elle va se sentir nulle, typiquement, alors que quelqu'un qui va avoir la blessure, imaginons, d'humiliation, ne va pas du tout ressentir la même chose. Donc c'est toujours intéressant de comprendre qu'en fait, les événements, tous les événements sont neutres, c'est votre filtre à vous, votre filtre mental, qui fait que vous prenez les choses de telle ou telle façon. Et c'est assez important, et c'est ça toute l'importance et toute la beauté du développement personnel, c'est d'apprendre à se connaître soi, et du coup pouvoir s'adapter et adapter sa vie comme on le veut en fait, et arrêter de croire qu'on est victime de tout, et tout n'est qu'une question de point de vue, et donc finalement, votre point de vue, vous avez le pouvoir de le changer, ce qui est quand même magique. Donc en changeant votre point de vue, vous allez pouvoir changer votre vie. Allez, on passe au dernier livre maintenant, c'est un livre que vous connaissez sûrement, je n'ai aucun doute là-dessus, qui s'appelle Les 4 accords Toltec. C'est un livre extrêmement connu en tout ce qui est développement personnel et spiritualité. Je l'ai lu il y a pas mal d'années, et heureusement que je l'avais gardé, parce qu'à l'époque, pareil, il m'avait pas du tout parlé. C'est-à-dire que c'est assez fou à quel point un livre de développement personnel, je vous conseille d'ailleurs de les garder avec vous, parce que vous le lisez à un moment, il vous parle pas. Et peut-être que quelques années après, quelques mois après, vous allez vivre un problème, vivre quelque chose, une situation, et en relisant ce livre, vous allez vous dire mais oui, maintenant ça me parle, maintenant ça fait tilt. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec les 4 accords Toltec. Je pense que j'étais trop jeune à l'époque quand j'ai lu. Et là, le fait de le relire a fait vraiment tilt et a bouleversé pas mal de choses et m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. En gros, les 4 accords Toltec, c'est les 4 phrases qui devraient vous suivre tout au long de votre vie. 4 croyances que vous devez absolument avoir. Et en gros, 4 règles de vie que vous devriez absolument vous imposer. La première, que ta parole soit impeccable. Alors que la parole soit impeccable envers les autres, ne jamais jeter du poison en critiquant les gens, ne jamais dire de méchanceté sur les gens, mais également que la parole soit impeccable envers nous-mêmes. Arrêtez de nous jeter du poison constamment, et c'est vrai, c'est fou à quel point quand on commence à connaître notre schéma mental, quand on commence à s'observer et à comprendre comment on se parle à nous-mêmes, on se rend compte à quel point on est dur et méchant et hargneux en fait avec nous-mêmes. Et donc ce premier commandement entre guillemets, que ta parole soit impeccable, est extrêmement important, que ça soit envers les gens mais surtout envers nous-mêmes. La deuxième règle, quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Comprenez que la façon dont une personne agit face à vous, dont une situation se fait, ce n'est rien contre vous, c'est les filtres de la personne. Ça ne veut pas dire que vous devez vous remettre en question, que vous, c'est à vous de changer quoi que ce soit, que la personne ne vous aime pas ou quoi que ce soit. C'est juste, c'était le filtre de cette personne à ce moment-là, c'était sa situation à elle, son regard à elle. Ne prenez jamais les choses contre vous et n'en faites jamais une affaire personnelle. La troisième règle, ne faites pas de suppositions. Et alors ça aussi, c'est un des grands mécanisme de notre cerveau, de notre pensée, c'est de se faire des films constamment, d'être tout le temps dans les suppositions, dans les hypothèses, il va se passer ça, ça, ça. Et le problème, c'est qu'à force d'imaginer, on est persuadé, et surtout le cerveau pense que c'est vrai. Donc on ressent les émotions comme si c'était réellement arrivé. Et vous avez peut-être déjà fait un rêve comme ça, imaginons que vous êtes en couple et vous rêvez que votre mec vous trompe. Et vous vous réveillez, vous agissez exactement comme si c'était vraiment arrivé. Alors ce n'est qu'un rêve, hein, c'est vraiment qu'un rêve. Le cerveau ne fait pas la différence entre un événement réel et ce que vous imaginez. Donc imaginez le mal qu'on se fait à se faire des suppositions et des hypothèses qui sont fausses. C'est extrêmement négatif. Donc voilà, après le fait de se faire des hypothèses positives et des suppositions positives, c'est peut-être pas très sain, mais en tout cas vous n'allez pas du tout vous faire de mal. Donc voilà, quitte à se faire des hypothèses, au moins faites-les dans votre sens à vous et faites-les voilà, dans l'histoire la meilleure qui puisse arriver, tant qu'à faire. Et enfin, le dernier commandement, entre guillemets, faites toujours de votre mieux. Et voilà, je vais pas faire tout un débat sur ce livre, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse, mais c'est un livre qui est extrêmement fort, extrêmement vrai, très très simple à lire, une fois de plus. Et voilà, il m'avait pas parlé avant et je l'ai relu, je l'ai fini hier d'ailleurs, je l'ai relu, j'ai recommencé à lire il y a 3 jours, et il est vraiment bien. Maintenant, il me parle. Donc vous voyez, il était temps. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations si vous voulez retrouver les livres dont je vous ai parlé, je vous mettrai un petit lien pour les trouver. Et voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'elle vous a plu et je vous embrasse très très fort, à très vite. Bye bye.